Dans les articles, on dit toujours « qui est-elle ?» On ne la connaît pas. Parlons maintenant de Banel Adama. Tu sais que la fin du film, je l'ai changée pendant le tournage. La vraie fin, qui était là depuis 10 ans, Banel... Moi, j'ai pas honte à le dire. Des fois, je suis jalouse de mes amis. Mais c'est pas parce que je suis jalouse que je leur veux du mal ou que je souhaite leur malheur. Moi, je vais juste rentrer dans la tête de Mohamed Bougarsar, en fait. Je me suis dit, quel sorcier, quel magicien a pu écrire ce livre Americana. J'aurais tellement aimé avoir un livre comme ça dans ma jeunesse. Je dis toujours que le Sénégal m'a sauvée. On n'a pas assez d'histoires d'amour en Afrique. On nous parle de guerre, on nous parle d'oppression, d'exil. Un homme n'a pas le droit d'être sensible. Les hommes africains ne devraient pas avoir honte d'être tendres, d'être vulnérables, d'être doux et d'être calmes. Tu as la particularité que tu n'es pas présente sur les réseaux sociaux. Si les gens veulent savoir ce que je fais et qui je suis, qu'ils voient mes films. Donc vous ne me connaissez pas, mais aujourd'hui vous me connaissez. Pour entrer dans ton monde, j'aimerais commencer par ça. Quels sont tes 5 livres préférés ou tes 5 livres qui t'ont le plus marqué? Alors moi, j'ai mon top 5 oui. depuis le départ. Le premier livre, c'est L'amie prodigieuse, la tétralogie d'Elena Ferrante. D'accord. Le deuxième... Pourquoi l'amie prodigieuse? Alors pourquoi l'amie prodigieuse? Parce que je trouve que c'est l'une des plus belles histoires d'amitié qu'on ait jamais lues dans la littérature. C'est une histoire d'amitié faite d'amour, de haine, de rivalité, de jalousie et de beaucoup d'amour. Et ça suit 2 femmes dans un Naples pauvre en Italie. Et ça traverse énormément de temps. Et ça parle de genre et de classe. Et d'élévation sociale aussi. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Deuxième, 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez. C'est un livre que j'ai découvert très tard et que j'ai déjà lu 3 fois. Et c'est un livre qui m'a marqué par son réalisme magique. J'adore le réalisme magique. C'est mon genre préféré. Et c'est vraiment l'imaginaire de ce village fictif de Macondo qui m'a plu. Et on suit cette génération de la famille Buenda. D'accord. Ensuite? Troisième, La plus secrète mémoire des hommes de Mohamed Bougarsar. Bon, pour ça, je ne sais pas si je dois dire pourquoi j'aime ce livre. Oui, tu peux dire 2 mots. Alors, pour moi, ce livre, je dis toujours, c'est de la pure magie. C'est vraiment, pour moi, dès que j'ai terminé ce livre, je me suis dit, quel sorcier, quel magicien a pu écrire ce livre, en sachant que lorsqu'il a écrit, Mohamed était très jeune. Quand même, il a gagné le Goncourt, comme tout le monde le sait. Et il a gagné le Goncourt très jeune, il a écrit ce livre très jeune. C'est un livre qui parle de littérature, de l'amour de la littérature, de la place des écrivains africains dans le monde littéraire, que ce soit européen ou mondial. Ça parle d'exil, c'est aussi une quête littéraire, ça parle d'apprentissage, ça parle de beaucoup de choses en fait, et ça réunit énormément de genres. C'est vrai que c'est aussi un livre de passionnés de lecture parce qu'il y a beaucoup de références à la littérature dans ce livre-là. Et je suis totalement d'accord avec toi quand tu te poses la question à savoir quel magicien a écrit ce livre, parce que moi, souvent, l'adjectif que j'ai pour décrire ce livre, c'est que je dis que ce livre a une part mystique. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti en lisant ce livre. C'est vraiment ce que j'ai ressenti en lisant ce livre. Le livre avait aussi une part, avait une dimension prémonitoire, je dirais. Et je suis convaincu, je le dis toujours, peut-être qu'un jour j'en parlerai avec Mbougar en personne. Moi, je suis convaincu qu'il a écrit ce livre en sachant qu'il allait gagner le concours. Mais c'est très fort, parce que moi, je pensais la même chose. Moi, ce livre, bien sûr, tout le monde je lis tous les concours chaque année. C'est un truc que je fais, je lis tous les concours. D'accord. Donc, bon, là, on parle de ce livre. Et avant qu'il ait le Goncourt, je me rappelle, c'est avec mon ami Raki. Raki me l'achète. Je ne l'ai pas lu. J'avais pas le temps de le lire parce que je préparais Banel Adama. D'accord. Je l'ai pris avec moi au Sénégal. En 2022, j'arrive au Sénégal et je suis en préparation du film Banel Adama. On est en mars, avril. Je crois que j'ai lu en avril. Oui, je l'ai lu en avril. Et quand je l'ai lu en avril, j'ai refermé le livre. Je me suis dit, j'ai eu de la chance de le lire au Sénégal. Je ne sais pas pourquoi, d'avoir pris ce livre, l'acheter en France et le lire au Sénégal, je me suis dit, il y a quelque chose de mystique aussi, de lire ce livre au Sénégal juste avant que moi, je fasse mon premier film, quelque chose de mystique. Et aussi, quand j'ai fermé ce livre, je me suis dit, le gars est fort. Oui. Déjà, magicien, oui, mais pas juste magicien, sorcier. Moi, je lui dis, c'est un sorcier. Le gars est fort. À la fin du livre,
je me suis dit, les gens du Goncourt n'avaient pas d'autre choix que ils de n'avaient lui. pas le choix. Ils n'avaient pas le choix. Ils n'avaient pas le En choix fait, que de lui donner parce le que Goncourt. s'il lui donnait pas le Goncourt, tout ce qu'il disait, on va pas spoiler vraiment tout le livre pour les gens qui l'ont pas lu, mais tout ce qu'il disait sur la littérature française et comment les gens recevaient les Africains, ça allait retomber sur eux. Exactement. Et donc je me suis dit, mais le gars est trop fort en fait. Il a pas laissé le choix. Mais bien sûr, le livre est bon, mais il n'aura pas laissé le choix. Parce que si on lui donnait pas le Goncourt, il prouvait tout ce qu'il avait dit dans son livre. Donc c'est pour ça que je me suis dit, c'est un sorcier. Et puis l'histoire est très puissante, l'histoire est forte, la référence au devoir de violence de Yambo Ologwem et tout ce qui s'est passé autour de ce roman, de ce livre de Yambo Ologwem, c'est puissant. C'est mystique, c'est un magicien, comme tu dis. Il n'y a pas d'autre mot pour décrire ce livre. Et ça relève de plein de genres, en fait. C'est ça que j'aime bien. C'est très réaliste en parlant de l'exil. On parle de la situation au Sénégal, un moment lorsque cette fille se fait brûler, se brûle elle-même, s'immole elle-même à cause de tous ces problèmes au Sénégal. C'est un conte initiatique. Il y a énormément de magie avec ce personnage de Tessé Iliman. C'est un livre d'enquête. Il y a énormément de personnages. Moi, je veux juste rentrer dans la tête de Mohamed Bougarsar, en fait. Je suis sortie du livre, je me suis dit, je veux rentrer dans sa tête. Et comme je veux rentrer dans la tête de Gabriel Garcia Marquez, écrire, c'est inventer des mondes, en fait. Et c'est pour ça que j'adore la littérature, moi. On invente des histoires, on écrit des histoires et on invente des mondes. Et c'est pareil pour L'Amie prodigieuse, même si c'est beaucoup plus réaliste. Elle a quand même elle nous a retransmis un monde, en fait, le Naples de cette période-là, le Naples pauvre qu'on n'avait jamais vu. C'est vrai. On continue le top. Oui. Alors, le 4e livre, c'est Soula, de Toni Morrison. D'accord. Toni Morrison aussi, je l'ai connue sur le tard. C'est drôle, parce que je l'ai connue quand je connaissais son nom, mais les premiers livres que j'ai lus, c'est le jour où elle est décédée. Je sortais du cinéma, je me souviens, j'avais vu un film. Je prends mon portable et je vois les notifications qu'elle est décédée. D'accord. Et je suis directement allée à la Fnac pour acheter un livre. Donc j'ai acheté un livre, un deuxième, un troisième. J'ai acheté Beloved, L'œil le plus bleu. Parce que j'aime lire les livres dans l'ordre. Donc j'avais acheté L'œil le plus bleu. Après j'ai lu Soula et après Beloved. Et Soula, c'est un petit livre. C'est son 2e livre à elle. Et j'adore parce qu'en fait, ça parle de personnages complexes et féminins. Et ça me rappelle beaucoup L'Amie prodigieuse. Et quand j'ai lu L'Amie prodigieuse, je me suis demandé si elle ne s'est pas inspirée de Soula. D'accord. Peut-être, je ne sais pas. Parce que ça raconte la complexité et une amitié entre 2 femmes sur plusieurs années. Mais là, c'est 2 femmes noires aux États-Unis, dans un village fictif. Et ça parle aussi d'une amitié avec beaucoup d'amour, beaucoup de rivalité, beaucoup de trahison, beaucoup de jalousie dans une Amérique afro très pauvre. Donc je me suis demandé, et c'est pour ça que ça parle de liberté féminine surtout et de classe et de genre. D'accord. Et qu'est-ce qui complète ce top 5? Americana, bien sûr, de Chimamanda Ngozi Adichie. Ce livre-là. Attends, d'abord j'ai une question. Est-ce que c'est ton livre préféré de Chimamanda? Alors, oui. Ok. C'est mon livre. J'ai tout lu de Chimamanda. Vraiment, même le dernier. J'ai tout lu. Le premier que j'ai lu, c'est Americana. D'accord. Ce qui est drôle, ce qui est Americana, à un moment, je suis allée vivre au Sénégal. J'ai lu quand j'étais au Sénégal. Ça m'a énormément aidée sur l'exil, sur partir d'un pays. Moi, c'est tout le contraire d'elle. Elle est partie d'Afrique pour aller vivre, et Femilou, pour aller vivre aux États-Unis. Moi, je suis partie de la France, où je suis née, où j'ai grandi, pour aller vivre au Sénégal, la terre de mes parents et ma terre. Et je sais pas, ça m'a beaucoup aidée, ça m'a beaucoup parlé. Et c'est la première fois quand j'ai lu Americana, je me rappelle, je crois que c'était en 2018, 2017, je me souviens plus. Mais quand j'ai lu Americana, je me suis dit, j'aurais tellement aimé avoir un livre comme ça dans ma jeunesse. Parce que quand je suis allée vivre au Sénégal, c'est à partir de mes 30 ans, donc j'étais déjà quand même femme. Mais moi, j'ai grandi et je suis née en France. Des livres comme ça, on n'en avait pas. Des livres qui parlaient de noirs, qui parlaient d'une famille noire, des familles africaines. Et Femilou, elle était une fille comme nous. Sans complexe, en disant les choses. En disant les choses, en fait. Les tantes, les mariages, l'argent. Et j'avais jamais lu un livre comme ça. Et je me suis dit, les jeunes d'aujourd'hui, les ados, franchement, ils ne savent pas leur chance qu'ils ont. Et pas juste avec Americana, avec beaucoup de livres, parce qu'il y a beaucoup plus de livres maintenant. Moi, quand j'étais ado, j'avais que des livres européens. Oui.
Finalement, tu n'avais pas des livres qui résonnaient non, vraiment qui résonnaient avec ton quotidien, avec ta condition. C'est ça. Et donc, j'aime beaucoup ce livre parce que Americana, ça parle d'exil, ça parle aussi de racisme ouvertement, mais d'une façon très moderne et pas d'une façon sociale. C'est vrai. Et c'est cette histoire d'amour aussi. On parle beaucoup d'Efemilou, mais il n'y a pas que Efemilou, il y a Obinze, je pense que ça se dit comme ça. Mais il y a aussi cette histoire d'amour qui est très romanesque. C'est un livre très romanesque. Moi, j'ai bien aimé à chaque fois les extraits de son blog. Où elle parlait de son identité. À chaque fois, elle mettait dans le livre des extraits du blog. Et c'était souvent, comme tu disais, elle abordait les sujets identitaires, mais avec sans filtre, quoi. Non, et avec humour. Sans filtre, avec humour, en étant très direct. Et puis, elle racontait vraiment tout ce qu'elle vivait aux États-Unis. Et c'est vrai, on en reparlera d'ailleurs tout à l'heure dans le podcast. C'est vrai que moi, Americana a beaucoup résonné en moi parce que du coup, moi, j'ai eu la même histoire que Efemilou, c'est-à-dire que moi, je suis né en Afrique. Oui, c'est vrai. Et je suis venu vivre en France après le bac. Et donc, quand elle dit qu'elle a commencé à être noire lorsqu'elle est arrivée aux États-Unis, ben, moi, j'ai commencé à être noire lorsque je suis arrivé en France. Mais on en reparlera tout à l'heure. Maintenant, tout de suite, toujours pour apprendre à te connaître, dis-moi qui tu es sans me dire ce que tu fais. Mon prénom, mon âge. Dis-moi qui tu es. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi lorsqu'on te demande qui tu es sans dire ce que tu fais? Sans dire ce que je fais. Sans dire ce que tu fais. Je m'appelle Ramata Toulaye, je suis franco-sénégalaise. Je suis née en France en 1986. Donc, je suis dans l'année de mes 40 ans, même si ça ne se voit pas. J'ai grandi en banlieue parisienne, à Besançon. J'ai 5 frères et sœurs. Et ma passion première est la littérature et les histoires. J'adore la littérature et les histoires. J'aime aussi beaucoup la peinture. J'aime beaucoup aller au musée. J'aime l'art en général. D'accord. J'aime la créativité. J'aime l'imaginaire. J'aime les mondes imaginaires. J'aime beaucoup rêver. Je rêve énormément. Je rêve même en journée, debout. Qu'est-ce qu'on doit savoir sur moi? Je suis hyper passionnée. Je hyper passionnée. Je suis très, très passionnée dans la vie. Et pas que dans mon métier. Je suis passionnée aussi dans ma personnalité. Je pense que c'est pour ça que j'adore beaucoup les tragédies de Racine. Genre Phèdre, ou les tragédies grecques. J'adore ça parce que les personnages féminins, c'est des personnages... C'est tout ou rien, en fait. C'est des personnages très féminins, très passionnés. C'est soit j'ai ça, soit je meurs. Donc, je suis un peu comme ça. Donc voilà qui je suis. Donc Ramata Toulaye, maintenant, que fais-tu et surtout pourquoi le fais-tu? Alors je suis scénariste et depuis très récemment je suis réalisatrice. J'ai commencé la réalisation en 2021 avec un court-métrage et ensuite j'ai enchaîné avec mon premier long-métrage Banel Adama qui était sélectionné à Cannes en compétition officielle en 2023. Rien que ça. Ouais. Mais avant ça, je suis scénariste. J'ai fait une école de cinéma qui s'appelle la FEMIS. Au début, j'ai fait l'université. Bon, pour savoir mon parcours, j'ai fait un bac L. J'aime les livres. J'ai fait un bac littéraire. Ensuite, je suis allée à l'université en cinéma. Et ensuite, j'ai tenté le concours de la FEMIS en scénario. Je suis restée 4 ans dans cette école. Et ensuite, dès que j'ai quitté la FEMIS, j'ai commencé à être scénariste pour d'autres réalisateurs. Donc, j'étais co-scénariste. Et en 2021, j'ai commencé à réaliser. Très dans le tard. Mais ma passion première, c'est toujours les histoires, c'est les mots, c'est raconter des histoires. Et pourquoi je le fais? Parce que les histoires, c'est ma vie, en fait. J'ai grandi en lisant des livres. Moi, j'ai grandi en banlieue parisienne, de parents sénégalais. Et je me souviens que ma mère, on est 6 enfants. Quand le mercredi après-midi, le samedi après-midi, elle voulait être toute seule à la maison pour avoir un peu de repos pour elle, pour ranger la maison, elle nous jetait à la bibliothèque. C'était le seul endroit un peu gratuit où elle pouvait nous jeter. Elle nous ramenait à la bibliothèque. On passait tous les après-midi à la bibliothèque. Et au début, je lisais pas. Au début, c'est comme tous les enfants, je courais partout à la bibliothèque. Et en fait, petit à petit, ma sœur a ramené des livres à la maison. Parce que j'ai une sœur qui est Fatih, qui a 1 an de plus que moi. Et donc, je copiais tout. Elle a ramené des livres et elle a commencé à lire quand elle était au collège et au lycée. Et ensuite, j'ai commencé à la suivre. Tous les livres qu'elle lisait, j'ai commencé à la suivre. Et ça a commencé par... des livres, mais après, c'est Harry Potter qui a changé ma vie. Ah ouais? Oui. Pourquoi Harry Potter? Ça, en fait, c'est vraiment...
pour moi, c'est l'essence de ce qu'est une histoire. Raconter une histoire, rentrer dans un monde imaginaire avec des personnages forts, avec des thèmes forts. Ça parle d'amitié, ça parle de bien et de mal, ça parle de magie. On rentre dans un monde. Moi, comme j'ai dit, je suis une grande rêveuse, donc j'adore rentrer dans des mondes imaginaires. J'adore créer des mondes imaginaires en tant qu'artiste. Donc, quand j'ai lu Harry Potter, je suis vraiment tombée amoureuse. C'est vraiment ça qui m'a amenée à la littérature. Au début, je lisais déjà quelques livres de romans jeunesse. C'est les romans jeunesse qui m'ont vraiment ouvert à la littérature. Mais il y a eu un déclic avec Harry Potter. Quand j'ai lu Harry Potter, je me suis dit, bon, je veux faire ça. Je ne sais pas comment je vais le faire. D'accord. Si c'est dans le cinéma ou la littérature. Et je ne sais même pas si je veux écrire, je ne sais même pas si je sais écrire. Mais en tout cas, je veux faire partie de ça, en fait. Et voilà. Super. Tu nous as parlé du coup de ta rencontre avec la lecture qui allait être ma question ok, suivante. d'accord, je parle un peu mais trop. Très bien. Qui allait être ma question suivante, mais très bien. Et maintenant, quel est aujourd'hui ton rapport à la lecture? Je pense qu'il n'a pas changé, en fait. Je pense que mon rapport à la lecture est toujours la... Alors, ça dépend parce que je lis énormément de livres pour le boulot. Quand j'ai besoin, par exemple, d'inspiration, quand j'ai besoin de me documenter sur un sujet avant mon écriture, j'aime lire les livres. Mais mon rapport à l'écriture, à la littérature, n'a pas vraiment changé. Je suis toujours une très grande passionnée de livres. Je lis énormément. Et je lis beaucoup moins de romans jeunesse, bien sûr, mais j'aime beaucoup, de temps en temps, lire. J'ai pas de honte ou j'ai aucun problème à prendre un livre d'un roman jeunesse de 13 ans, 14 ans et de le lire. Mais j'ai l'impression qu'il y a un fil conducteur qui est quand même resté. C'est que mes livres préférés, comme vous l'avez vu dans la liste, ça reste des mondes imaginaires, ça reste du réalisme magique. On n'est plus dans le merveilleux comme Harry Potter, mais on garde quand même ce côté réalisme magique et monde imaginaire. Et c'est le fil conducteur qui est resté. Parlons du cinéma maintenant. Dans tes souvenirs, jusqu'à quand remonte ton intérêt pour le cinéma? Là aussi, j'ai eu un déclic avec un film très, très populaire. En fait, quand j'étais plus jeune, à la maison, on n'allait pas beaucoup au cinéma parce que mes parents, comme ils venaient du Sénégal, du Fouta, ils n'avaient pas très cette culture d'aller au cinéma. Pas du tout même, en fait. Ils n'étaient jamais allés au cinéma. Donc, j'allais au cinéma juste avec l'école, mais on regardait beaucoup la télé, les films du dimanche soir. Et avant, on n'avait pas beaucoup de chaînes, on n'avait que les 6 chaînes. Et il passait beaucoup des films populaires et des gros films. Donc là, mes premiers souvenirs de cinéma viennent de là, de la télé. Et on enregistrait les films. Ma mère nous enregistrait et on regardait. Par exemple, les films qu'on enregistrait, c'est les 10 commandements qu'on connaît par cœur chez moi. On regardait ça tout le temps, les 10 commandements de Cécile B. 2000. On regardait Rabbi Jacob, qui est l'un de nos films préférés. Le Prince à New York, Terminator. Voilà, des gros films populaires. Moi, mes premiers rapports au cinéma, c'est vraiment ceux que je voyais à la télévision. Et c'était des gros films populaires. Ensuite, quand j'étais jeune, j'ai pris une carte UGC avec ma sœur. On aimait le cinéma et pour l'instant, je ne voulais pas du tout faire de cinéma. Mais on a quand même pris une carte UGC parce qu'on aimait beaucoup aller au cinéma. Je me rappelle, j'avais 16-17 ans. Et donc, on allait beaucoup, beaucoup au cinéma. Et j'ai eu un déclic, c'est lorsque j'ai vu Pirates des Caraïbes. Ah ouais? Oui. Le 1. Bon, franchement, moi, je suis honnête, je mens pas. Je vais pas mentir et essayer d'être, élitiste ou des trucs comme ça. Et je parle d'Harry Potter parce que c'est la vérité. C'est ça qui m'a mené à la littérature. Et je parle de Pirates des Caraïbes, c'est ça qui m'a mené au cinéma. C'est Pirates des Caraïbes. Un été, je me rappelle, parce que je travaillais au McDo. Et le soir, je suis sortie du McDo et je voulais aller au cinéma. Je suis allée voir Pirates des Caraïbes. Et là, je vois que, je sais pas, je regarde le film et en plus, c'est même pas l'un de mes films préférés. Je crois que je l'ai pas revu. Mais ce film m'a vraiment percuté dans le fait de, waouh, le cinéma. Tu vois, le cinéma, ça peut aussi raconter des histoires. Je pense que c'est ça. Je peux rentrer aussi dans un autre monde imaginaire, autrement qu'avec les mots, mais aussi avec l'image. Et je sais pas, ce film m'a plu sur le moment. C'est drôle parce que je l'ai revu il y a pas très longtemps, quand j'étais au Sénégal à ma résidence. J'ai revu et je me suis dit, ouais, ok. Alors que lorsque je l'ai vu, ça a changé ma vie. Et c'est là où je me suis dit, pourquoi pas raconter des histoires au cinéma? Mais c'est pas encore formulé, mais ça venait petit à petit. Et donc, Pirates des Caraïbes, ça t'a donné envie d'être de l'autre côté, d'être celui qui fait les films, mais
Qui écrit, pas réalisé. Qui écrit des films. Oui. Donc, à ce moment-là, c'était plutôt des ambitions de scénariste. Même pas. Alors, je suis passée par plein d'étapes. Ok, explique-moi. Alors, c'était même pas... En fait, quand j'ai vu Pirates des Caraïbes, je me suis dit juste... Je veux faire aussi partie. Je vous ai dit que j'étais très passionnée. Parce qu'à un moment, je voulais faire de la criminologie parce que je voulais attraper les criminels. Bref. Et donc, je me suis dit, je veux faire partie de ce métier. Je ne sais pas comment. Donc, à chaque fois que j'allais voir un film, j'étais abonnée aussi au magazine Première. Je me suis abonnée au magazine Première. C'est un magazine, une revue de cinéma mensuelle. À chaque fois que j'allais voir un film, je me suis acheté un carnet et je faisais mes propres critiques. Ah oui. Je découpais les images dans Première, je collais. Et donc, je me suis dit, je vais être critique de cinéma. Donc, j'écrivais mes premières critiques. Et donc, je suis allée à l'université en cinéma. D'abord, je suis allée en histoire. J'ai tenu un semestre. Et je me suis dit, dans l'histoire, c'est pas pour moi alors que j'adorais ça. Donc, je suis allée en cinéma. Et je me suis toujours dit que je voulais faire critique. Et en deuxième année d'université en cinéma, on a eu un cours pratique. C'est le seul cours qu'on avait. Parce que le cinéma à l'université, c'est très théorique. Et il y avait un cours de scénario où on devait écrire un scénario. Et j'ai écrit un scénario parce qu'il y avait un devoir où je devais écrire un scénario. Et là, je me suis dit, en fait, j'ai envie d'écrire des scénarios. Et c'est là où j'ai eu le déclic, à ce cours en deuxième année à l'université. D'accord. Et le scénario que tu as écrit en deuxième année d'université? C'était un court-métrage. C'était un court-métrage? Oui. C'est ton premier court-métrage que tu as réalisé? Non, je l'ai pas réalisé. Tu l'as pas réalisé? Ah non, c'était vraiment un devoir. C'était un court-métrage de 15-20 pages. Et j'ai adoré écrire ce projet. Et notre prof m'a vraiment complimenté. Il m'a dit que c'était vraiment un super scénario. Et je pense que c'est ça aussi je me suis dit, peut-être que je suis bonne à ça. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Et c'est à partir de là où je me suis dit, je laisse tomber les critiques. Je vais écrire. Donc ça, c'était la fac. Et c'est après ça que tu as rejoint la FEMIS? Oui. D'accord. Raconte-nous comment ça s'est passé. Je connaissais pas trop la FEMIS. C'est vrai que c'est l'une des plus grandes écoles de cinéma au monde. Oui. Mais moi, je la connais. Même à l'université, je la connaissais pas. J'avais pas trop de plans après l'université. Je me suis juste dit, bon, je fais mon université en cinéma et ensuite, je m'exile aux États-Unis. C'était vraiment mon plan que j'avais. Pour faire quoi? Pour travailler dans le cinéma, mais je ne savais pas où et comment. Je faisais des stages en même temps à Canal+, à France 2, mais très techniques, vraiment pas dans la créativité. Et un jour, j'ai entendu parler de la FEMIS. Donc, j'ai fait un stage avec la Fondation Culture et Diversité, Égalité des chances, un été, pour nous montrer ce que c'était la FEMIS en 3 semaines. Donc, j'ai tenté un concours, j'ai été prise pour ces 3 semaines et j'ai compris que cette école formait des scénaristes ou des réalisateurs et d'autres départements. Et donc, 2 ans après, j'ai tenté le concours de la FEMIS et que j'ai eu et je l'ai tenté en scénario. Et donc, j'ai passé 4 ans à la FEMIS à étudier le scénario. D'accord. Parlons maintenant de Banel Adama. Oui. Raconte-moi les prémices de ce film. Ça commence quand? Ça commence à la FEMIS. Ça commence en 2014, à la dernière année de la FEMIS. En dernière année, on doit écrire un scénario en 6 mois qu'on doit présenter pour notre diplôme, pour la sortie de notre école. Le sujet est libre, le thème est libre, il n'y a pas de commande, il n'y a rien, on écrit le scénario qu'on veut. Et j'ai su, dès le début de l'année, que je voulais écrire une histoire d'amour en Afrique. C'était vraiment les prémices. Je n'avais rien d'autre. J'ai dit, je vais écrire une histoire d'amour, la plus belle histoire d'amour africaine, pas juste une histoire d'amour. Je voulais écrire la plus belle histoire d'amour africaine parce que je me suis dit, on n'a pas assez d'histoires d'amour en Afrique. On nous parle de guerre, on nous parle d'oppression, d'exil, mais on nous parle pas d'amour en Afrique. Il y a beaucoup d'amour, donc je me suis dit, ok, je vais écrire une histoire, la plus belle histoire d'amour, et je vais l'écrire au Fouta. Pourquoi au Fouta? Parce que c'est d'où mes parents viennent et je connaissais pas Dakar moi avant, parce que j'allais jamais à Dakar. D'accord. On allait directement au Fouta. Et c'est donc après, petit à petit, l'histoire est venue, les personnages sont venus. Et Banel Adama est né. Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans la concrétisation de ce projet pour toi? Bizarrement, ce projet était très facile à écrire. Et je dis vraiment j'ai écrit très rapidement. J'ai écrit très vite. Est-ce que tu l'as écrit en sachant que tu allais le réaliser? Ah non, pour moi, c'était juste un devoir. D'accord. Pour moi, c'est la FEMIS, c'est mon scénario de diplôme et il va à la poubelle après. Mais ensuite, il y a un producteur qui l'a acheté. Le producteur l'a acheté et je lui ai dit que je voulais pas le réaliser parce que la réalisation ne m'intéressait pas à cette période-là. Et il m'a dit, c'est pas grave, je vais chercher des gens.
juste vends-le-moi. Je dis, ok, de l'argent facile. Ok, pourquoi pas, c'est mon premier projet que je vends en sortie. Ok, donc je l'ai vendu et je dis, faites ce que vous en voulez, je m'en fiche. C'est plus mon problème. Moi, je vais vers d'autres choses. Mais ce scénario, je l'ai écrit hyper facilement, je pense que parce qu'il était très proche de moi. Oui. Ça parle vraiment d'une femme qui cherche son individualité au sein d'une communauté. Bien sûr que je suis pas née, j'ai pas grandi au Fouta, mais comme je viens de cette culture-là et qu'à la maison en France, on vivait vraiment sous cette culture-là, et que je parle Peul, que mes parents parlaient Peul, et qu'on allait quand même en vacances au Fouta quelques fois. Et c'est surtout, je pense, que le personnage de Banel et d'Adama aussi, hein, les deux personnages me ressemblent beaucoup. En fait, ces deux personnages, c'est vraiment les deux côtés de moi. Il y a le côté très passionné que j'ai, c'est Banel, et un côté quand même très terre-à-terre et très famille que j'ai aussi, qui est le côté d'Adama. Et il était très facile à écrire parce que aussi je pense que j'étais très en colère à ce moment-là. Et j'avais quelque chose à cracher. Quand on a des choses à cracher, c'est très facile. Et en fait, c'était dans une période de ma vie où je me questionnais sur qui je suis dans cette famille. Il y a mes frères et sœurs, nous sommes 6, il y a mes parents. Et je voyais que je grandissais, que je devenais une femme, mais pas la femme que mes parents voulaient que je devienne. Pas la femme que mes parents espéraient. Donc je me posais beaucoup de questions. Et j'avais l'impression de ne pas avoir mon individualité dans cette communauté. C'est pour ça que j'ai toujours dit que Banel, elle n'était pas contre cette communauté. Comme moi, je ne suis pas contre ma communauté. Je veux juste chercher et trouver mon individualité dans cette communauté. Mais c'est une communauté que je ne rejette pas. Au contraire, j'aime beaucoup cette communauté. Mais je ne comprends pas pourquoi moi, je n'ai pas le droit d'avoir mon individualité et être différente dans cette communauté. La communauté est plus forte que les individualités. Exactement. Mais moi, je veux être plus forte que cette communauté. Et je pense que c'est le problème de Banel. Et je pense que c'est pour ça que dans le film, à la fin, ça se termine mal. Parce qu'elle pensait que son individualité allait être plus forte que la communauté. Mais elle s'est fait écraser par la communauté. Et je pense que ce projet a été très cathartique pour moi. C'est vraiment de la catharsis parce que ça m'a aidé à me dire faudrait que je trouve mon individualité d'une autre manière si je veux pas terminer comme Banel. C'est très bonne conclusion. Oui. D'ailleurs, c'est intéressant, je trouve que tu me dises que finalement, dans l'écriture des personnages, Banel et Adama, tu t'es vu en Banel et tu t'es vu en Adama. J'ai l'impression que tout oppose ces deux personnages. Oui. Tous les opposent. D'ailleurs, même sur l'affiche du film, que je trouve vraiment, j'aime beaucoup l'affiche du film. Et j'ai l'impression qu'ils sont présentés même comme des antagonistes dans l'affiche du film parce qu'ils se tournent le dos tous les deux. Ouais. Banel est habillé, je crois, en couleur sombre, bleu foncé ou quelque chose comme ça. Adama en rouge ou le contraire, je sais plus. Je crois que c'est le contraire. Je crois que Banel mais est voilà, rouge. ils ont des couleurs complémentaires qui sont opposées vraiment dans la roue des couleurs. Et tu as fait des choix francs dans ce film-là parce que le personnage de Banel, ce n'est pas le genre de personnage romantique qu'on a l'habitude de voir dans les histoires d'amour. D'ailleurs, tu as raison de dire, parce que j'ai vu plusieurs fois qu'on te pose la question, qu'on te dit que Banel veut s'émanciper et tu réponds souvent que non, Banel est déjà émancipé. Oui. Banel est déjà libre. Mais c'est parce qu'on a l'habitude. En fait, excuse-moi, je te coupe, mais c'est très important. Pourquoi tout le monde me disait oui, c'est l'histoire d'une femme qui s'émancipe? Parce qu'ils ont l'habitude de voir ce genre d'histoire dans les histoires africaines. Oui. C'est toujours des femmes qui veulent s'émanciper. C'est toujours la femme doit s'émanciper. Et en fait, non. En fait, moi, je suis là, je me dis, mais on a déjà des femmes émancipées en Afrique. Toutes les femmes en Afrique ne veulent pas s'émanciper, en fait. On a déjà des femmes qui sont déjà émancipées. Banel, elle a une autre lutte. Et sa lutte, c'était pas l'émancipation. Quand on la voit, on voit qu'elle est déjà émancipée. Sa lutte, c'est son individualité. Il y a une autre histoire sur Banel et Adama que j'ai trouvée intéressante. C'est comment tu trouves l'actrice qui joue Banel. Oui. Khady Mané, c'est ça? Oui. Raconte-moi cette histoire. Mais en fait, on était en casting et on voyait plusieurs filles qui venaient. Et pour moi, je voyais pas encore ma Banel. En fait, j'étais là, ok, il y en a des pas mal, mais c'est pas elle. Et un soir, franchement, j'étais désespérée et pas le directeur du casting, mais l'assistant de la directrice de casting et le coach des acteurs
Hakim, qui allait être le coach des acteurs, se sont dit, bon, on va aller dans la rue faire du casting sauvage. Le casting sauvage, c'est juste marcher et rencontrer des gens. Ouais. Et on était au Fouta, on était à Podor, et j'aurais dit, bon, c'est la première fois, j'aurais dit, je viens avec vous parce que j'ai besoin de marcher là, parce que je commence un peu à stresser, le tournage et bientôt on l'a pas trouvé. Et là, on rentre dans une sorte d'immeuble où il y a des jeunes filles qui sont en train d'étudier, et là, je la vois à travers la porte, et elle est en train de me regarder, elle est en train de nous regarder, et je vois juste ses yeux. Et à travers ses yeux, j'ai su que c'était elle. J'ai vraiment su que c'était elle, et donc je dis au coach des acteurs, Hakim, d'aller lui parler et de lui demander de venir faire le casting le lendemain. Et c'est drôle, au début, elle dit non. Ouais, tu expliques qu'au début, elle n'était pas chaude. Elle n'était pas chaude. Elle dit non. Je dis, mais c'est vraiment mon caractère. C'est vraiment mon personnage. Parce que je parle en anglais. C'est vraiment mon personnage, en fait. Parce que mon personnage aurait dit non. Et donc, je lui dis, insiste, s'il te plaît, dis-lui de venir. Et donc, le lendemain, elle vient. Et on lui avait demandé de venir en t-shirt et en pagne. Parce que moi, j'avais vu en pantalon et tout ça. Et le lendemain, elle vient. Et donc, elle a une perruque. Et je lui dis, enlève ta perruque. Et elle enlève sa perruque. Et là, je vois les cheveux rasés. Et là, je suis là, mais c'est elle. C'est vraiment elle. Ça fait partie des choix, des choix francs, vraiment. Lorsque je parlais de choix francs tout à l'heure, parce que Banel, on a l'impression limite que c'est un garçon manqué. Oui. Elle a les cheveux courts. Banel ne s'habille pas comme les autres femmes du village. Elle a toujours un t-shirt sur elle. Ouais. Et c'est Banel qui porte la culotte aussi à la maison. C'est Banel qui porte le pantalon. Et Adama, à l'inverse, est quelqu'un de très calme. C'est un fils aîné. C'est pas un fils aîné, mais son grand frère est décédé. Oui. Donc, il est devenu le patriarche, quelque part. Et c'est quelqu'un qui doit, quelque part, faire vivre la tradition. Et d'ailleurs, j'ai une question là-dessus, c'est la sécheresse. Est-ce que c'était voulu, le fait que la sécheresse soit une sorte de métaphore pour l'ordre social? C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'ordre social se rompt et la terre décide de ne pas collaborer. Est-ce que ça, c'était quelque chose qui était voulu par toi? Oui, dès le début. Alors déjà, je vais retenir cette question pour après. Par rapport quand tu disais, celle qui porte la culotte, je suis obligée de réagir. Je suis obligée. Parce que j'aime pas je déteste cette expression. Et c'est pas ça, c'est drôle parce que quand le film est passé, et dans les Q&A, les discussions, il y a l'une des premières discussions que j'ai faites dans un cinéma, il y a quelqu'un qui a levé la main et qui a dit, mais c'est drôle, parce que dans ce film, Banel c'est l'homme et Adama c'est la femme. Je dis, ah bon? Mais c'est bizarre de dire ça. Donc, un homme n'a pas le droit d'être sensible. Et c'est ça que je voulais montrer dans mon film. C'est qu'une femme peut être violente et qu'un homme peut être sensible. Parce qu'en fait, moi, ce que j'aime pas, c'est que maintenant, dès qu'on voit un homme sensible et vulnérable, c'est une fille? Bah non. Si on voit une femme qui est violente, c'est un homme? Bah non, en fait, une femme, elle peut être violente. Un homme peut être sensible et vulnérable. Et moi, c'était ça qui était important dans le personnage d'Adama. Je voulais montrer un autre aspect de l'homme africain. On montre toujours l'homme africain dur, méchant, qui frappe ses femmes ou ses filles, qui est très patriarque, qui est très dur. Et en fait, je voulais montrer une autre chose, parce qu'en fait, je pense que je voulais aussi montrer... Mon père est un peu comme ça. Mon père est très calme, mon père est très sensible. Mon père, c'est un Adama. Il est très sensible, il est très calme. Et ces hommes-là existent. Et moi, j'en ai marre qu'on montre toujours les mêmes personnes. Et donc, quand on dit Adama, c'est la femme, non. Parce qu'il y a des hommes africains qui sont aussi très vulnérables. Et la vulnérabilité et la tendresse, surtout la tendresse. Pour un homme africain, je sais que c'est dur à assumer, mais c'est très important. Il ne faut pas avoir honte. Les hommes africains ne devraient pas avoir honte d'être tendres, d'être vulnérables, d'être doux et d'être calmes. Il y a plusieurs personnalités, mais ces personnalités, ce n'est pas parce qu'ils ont ce genre de personnalité qu'ils sont des femmes. Voilà, c'était juste ce que je voulais dire. Non, mais parce que c'est très important, c'est changer, en fait, c'est changer l'image qu'on a. C'est changer l'image qu'on a de l'Afrique, et c'est pour ça que j'ai fait ce film. Changer l'image qu'on a de l'Afrique, changer les sujets qu'on nous montre tout le temps d'Afrique, changer le fait qu'on nous montre tout le temps les mêmes genres d'hommes. Et toujours les femmes, c'est des femmes vulnérables et des pauvres femmes qu'on frappe. Et des pauvres femmes qu'on excise. Oui, ces réalités existent, mais il n'y a pas que ça. Mais tu ne trouves pas d'ailleurs que la narrative a un peu changé avec les séries sénégalaises, par exemple?
Je suis désolée, je change pas, je regarde pas les séries sénégalaises, je pourrais pas le dire, mais les séries sénégalaises restent très fermées en Afrique. Elles sont regardées, hein, mais en Afrique de l'Ouest. Elles sont pas regardées à l'international. Moi, je parlais de le regard que les Européens ont de l'Afrique. Moi, j'étais dans un autre Q&A, dans une ville en France, dans une région. Il y a une femme qui est venue me voir en me disant « Oh mon Dieu, je suis très contente d'avoir vu ce film. Je pensais pas que l'Afrique, c'était comme ça. Je pensais qu'en Afrique, et là, elle me sort tous les clichés. » Et j'étais là, 2025, on est en 2023, en fait. Et en fait, c'est pour ça que je disais que c'est très important de voir d'autres choses dans le monde. Et c'est pour ça que c'était important pour moi de faire un film universel. Pas un film qui serait fermé qu'aux Africains, parce que mon film n'est pas fait que pour les Africains. Bien sûr, c'est un film africain. Il est fait pour les Africains, mais pas que. Il est fait pour tout le monde. Moi, je voulais que toutes les femmes se retrouvent en Banel. Ou les hommes, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui m'ont dit qu'ils se retrouvaient en Banel. C'est vrai. Et pas que des femmes. Et moi, je voulais que beaucoup de personnes se retrouvent aussi en Adama. Et c'est pour ça que c'est important d'essayer de switcher l'image qu'on a de l'Afrique. Donc voilà pour cette question. Et pour répondre à la question de la sécheresse, oui, c'est fait exprès dans mon histoire. Comme je disais, j'adore l'imaginaire. J'adore ramener beaucoup de la magie, ramener cet aspect conte. Donc pour moi, la sécheresse vient de la malédiction de ce couple. Ce couple est maudit depuis le début. Et cette sécheresse vient de le fait que ce couple, et notamment Banel, ont essayé de déplacer l'ordre, d'éclater cet ordre. Donc, comme tu disais, c'est la terre qui a répondu. C'est la terre qui répond en disant « Il y a eu un ordre, tu as essayé de faire éclater l'ordre, et bien ça éclate partout, et dans la sécheresse aussi. » Est-ce que finalement, tu n'as pas peur que le message véhiculé soit aussi qu'une Banel est condamnée à être maudite, finalement? C'est une très bonne question, et je me suis beaucoup posé la question, parce que tu sais que la fin du film, je l'ai changée pendant le tournage. D'accord. C'était pas la fin. Ok. Banel, c'est quoi la fin alternative? La vraie fin, qui était là depuis 10 ans, Banel ne mourrait pas. On voyait la dernière scène, c'était que Banel était là, mais Adama avait pris une seconde femme. La seconde femme et Adama étaient assis près de la maison, donc la seconde femme avait pris la place de Banel. On voyait la seconde femme enceinte, et on voyait Banel avec les femmes. Elle mourait pas, mais sa vie était quand même assez triste. Elle était devenue comme un fantôme, en fait. Et c'était ça, la dernière scène. L'ordre avait repris son cours, tout le monde était bien, tout le monde était heureux, il faisait beau, la sécheresse était partie. C'est juste Banel qui ressemblait à un fantôme, mais qui était encore vivante et qui faisait à manger. Et on voyait Adama quand même un peu triste avec sa nouvelle femme qui était enceinte. Et pendant le tournage, pendant la préparation, parce que c'est pendant la préparation du tournage, quelques jours avant le début du tournage, je me suis dit, ok, t'as toujours voulu, il y a deux choses déjà, t'as toujours voulu que ce film soit une tragédie, donc tu l'assumes au fond. Tous les personnages principaux, les femmes dans les tragédies meurent à la fin. Donc faut que tu y ailles à fond. Soit tu y vas, soit tu y vas pas. Et je me suis surtout dit, Banel n'accepterait jamais ça. Tout le personnage que tu as construit durant tout ce film, tu penses qu'elle va accepter d'être là, faire à manger et regarder Adama avec une seconde femme enceinte? Mais elle préfère mourir, cette femme. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait qu'elle rentre dans cette maison. Mais je me suis posé cette question que tu m'as dit. Je me suis dit, est-ce que c'est pas trop pessimiste? Pour les femmes, en tout cas, africaines. Et pour toutes les Banel. Et pour toutes les Banel. Et je me suis dit, oui, c'est pessimiste, mais je veux assumer ce pessimisme. Parce que ça peut arriver, en fait. Ça peut être pessimiste aussi pour certaines Banel, mais il y a d'autres Banel qui peuvent y arriver. C'est pour ça que moi aussi, je t'ai dit, moi, je suis une Banel, mais j'essaye de ne pas faire les mêmes erreurs que Banel, parce que Banel n'est pas parfaite aussi. Elle a fait beaucoup d'erreurs. Et elle a choisi sa mort. Donc, je ne sais pas si c'est pessimiste à la fin, parce qu'elle a quand même choisi elle-même sa mort. Donc, sa liberté. Bon, avec ce film, ce film t'amène au Festival de Cannes. Oui. En sélection officielle. Oui. Quelles étaient tes ambitions, toi, en faisant ce film? On va pas mentir, en fait. Tous ceux qui font des films, on espère tous Cannes. D'accord. Franchement, il faut pas mentir. Mais en tant que premier film, j'espérais pas la compétition. C'était inimaginable, la compétition pour un premier film. J'espérais plutôt Un certain regard. Moi, Un certain regard, c'est vraiment ma sélection préférée. Ou sinon, La semaine de la critique. J'aime beaucoup La semaine de la critique aussi comme sélection. Donc voilà, bien sûr que j'espérais Cannes dans ma tête. J'essayais de pas trop le dire.
Je voulais pas me porter la poisse, mais tous les films espèrent Cannes. Donc, je voulais aller à la semaine de la critique ou surtout à un certain regard. Je voulais totalement aller à un certain regard. Mais quand le film a été pris en compétition, c'était vraiment une grande surprise. Alors, tu as une particularité. Mm-hmm. Est-ce que tu sais de quoi je vais parler? Non, pas du tout. Je vais parler des réseaux sociaux. Ok, on y va. Je suis prête. Tu as la particularité que Oui. tu n'es pas présente sur les réseaux sociaux. Okay, oui. Alors, moi, je veux savoir si c'est un choix profond Oui. ou bien c'est juste que tu n'as pas envie. Dis-moi pourquoi, malgré le fait que tu sois au Festival de Cannes, parce que pourquoi est-ce que même dans ces moments-là, tu as résisté à cet appel de la fame, disons-le, et tu n'es toujours pas présente sur les réseaux sociaux. Alors, moi, je connais 2-3 personnes, c'est leur projet Oui. de t'amener sur les réseaux sociaux. On les connaît, on va pas les citer. On va pas les citer. Mais explique-moi sur quoi tient cette position. Alors, j'étais sur les réseaux sociaux. Par exemple, Instagram, j'y étais, mais au tout début d'Instagram. D'accord. Au début, quand je vivais au Sénégal, j'étais sur Instagram. Mais j'étais au tout début d'Instagram. Il n'y avait même pas les... comment ça s'appelle, les trucs de 24 heures, là? Les stories. Oui, excuse-moi. Il n'y avait même pas les stories. Oui. Et il n'y avait pas les... Instagram au début où c'était Oui. des photos. C'était que les photos. C'était carré. Voilà, il n'y avait pas les avec des discussions oui, aussi. il n'y avait pas les messages. Il n'y avait pas les messages, il n'y avait pas les stories, il n'y avait pas tout ça. Et j'étais sur Facebook aussi, depuis longtemps. Et Comme tous les anciens. voilà, comme tous les anciens, parce qu'on est des anciens. Instagram, je l'ai enlevé avant Facebook. Facebook, je l'ai enlevé en 2022. Facebook, j'ai enlevé en 2022. Et j'y allais plus souvent parce que c'est Facebook, plus personne ne va sur Facebook. Déjà, j'y allais plus souvent, mais je l'ai gardé jusqu'à 2022. Je crois qu'Instagram, je l'ai enlevé, je ne me rappelle même plus quand je l'ai enlevé, bon, avant que tout ça arrive. Mais Instagram, le jour où je l'ai enlevé, c'est le jour où je crois que j'ai passé 2 heures. Et on n'avait pas encore les stories. Hein. C'était le minimum d'Instagram. Hein. Il n'y avait pas les stories, il n'y avait pas les conversations. C'était vraiment le minimum. J'ai passé 2 heures à regarder la vie des gens. J'étais là, j'ai regardé, j'ai scrollé. Je rentrais dans une page. Après, il y avait un tag. Je rentrais dans une autre page. Et je devais bosser. Et à la fin, je restais 2 heures à regarder ça. Et je me suis dit, mais... Et ça m'a ouvert les yeux. Je me suis dit, mais... T'as perdu 2 heures de ton temps à regarder la vie de gens que tu ne connais ni d'Ève ni d'Adam. Et je me suis dit, c'est pas possible. Et donc, je l'ai enlevé. Et ensuite, j'ai gardé Facebook, mais j'y allais jamais. Et ensuite, je l'ai enlevé en 2022. Et je pense que c'est un choix. Parce que c'est vrai que j'aurais pu, avec tout ce que je fais maintenant, avec mes films, avec vraiment tout ce que je fais, j'aurais pu me remettre. Mais c'est vraiment un choix où je me dis, si les gens veulent savoir ce que je fais et qui je suis, qu'ils voient mes films. Ou qu'ils lisent ce que je fais, ou qu'ils aillent voir dans les podcasts, parce que j'en fais beaucoup, et ils vont me connaître. Ils n'ont pas besoin de savoir où je suis, avec qui je suis, dans quel pays, ce que je mange. Quelle est ta routine matinale? Quelle est ma routine matinale? C'est quoi mon smoothie préféré? Ils n'ont pas besoin de savoir ça. S'ils veulent savoir des choses, qu'ils aillent voir mon film, et puis c'est tout. Et après, mais c'est vrai que j'ai été tentée de me remettre après Cannes, mais j'ai résisté et je suis contente d'avoir résisté. Parlons maintenant d'un de tes livres préférés. Okay. C'est L'Amie prodigieuse. Alors, moi, la question que je me pose en premier, c'est est-ce qu'il y a un personnage auquel tu t'identifies le plus dans ce roman? En fait, c'est drôle parce que je m'identifie aux deux. Alors, je m'identifie à Elena et je m'identifie à Lila. Je m'identifie à Lila pour sa passion. Et je m'identifie à Elena parce que c'est une élève studieuse et j'ai toujours été aussi une très bonne élève et studieuse et tout comme Elena, voilà. Mais il y a des parties d'Elena que je déteste, mais c'est vrai que je m'identifie plus à Lila. Lila, c'est l'un de mes personnages préférés de fiction. Je trouve qu'elle est admirablement très, très, très bien écrite. Elle est complexe, elle est nuancée, elle est forte. C'est vraiment l'un de mes personnages préférés. Moi, Lila, c'est... Dans ma vie, j'aurais voulu être une Lila, en fait. D'ailleurs, raconte-nous qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux personnages, entre Elena et Lila, pour ceux qui n'ont pas lu le livre. Alors, je rappelle quand même que c'est le New York Times, c'est ça? Oui. Le New York Times qui fait son classement de livres et qui décide que c'est le meilleur livre du 21e siècle. Et ils ont raison.
Ils ont raison. Oui. Parce que c'est moi aussi, c'est pareil. Donc, ils ont raison. Non, mais Elena et Lila, c'est deux amies qui grandissent dans une Naples pauvre. Je pense que le livre commence dans les années 50. Années 50. Ouais, juste après-guerre. Vraiment, quand on dit pauvre, c'est vraiment très, très pauvre. Hein. C'est pas la petite pauvreté. C'est vraiment... et on suit leur parcours de leur rencontre depuis quand elles sont en maternelle primaire jusqu'à qu'elles soient vieilles. Oui. C'est une histoire d'amitié vraiment profonde et c'est un livre qui est traversé par des questions très féminines sur la féminité, sur la classe sociale, sur l'élévation sociale. C'est deux filles qui sont très intelligentes. Il y en a une qui a pu continuer ses études. Elena a pu continuer ses études grâce à une prof qui l'a soutenue. Et Lila n'a pas pu à cause de ses parents qui n'avaient pas les moyens et qui ne voulaient pas que leur fille aille à l'école. Alors que c'est Lila qui est la plus douée, l'amie prodigieuse. C'est drôle parce que sur le titre, l'amie prodigieuse, on peut se dire qui est cette amie prodigieuse ? Est-ce que c'est Lila ou est-ce que c'est Elena ? Pour des personnes, c'est Elena parce qu'elle a continué ses études, elle est devenue grande écrivaine. Mais pour des personnes, c'est Lila. Mais pour moi, l'amie prodigieuse, c'est plus Lila. Oui, je suis assez d'accord. Surtout que je n'ai lu que le premier tome. Je n'ai pas encore lu les 3 autres. Je suis désolé, il fait combien de pages ? Rien que le premier tome, c'est plus de 400 pages. Et il est dur à lire. Hein. Au début, moi, j'ai eu du mal les premiers chapitres. Tu sais que j'ai abandonné. En fait, ce qui est troublant, je le dis pour ceux qui vont décider de le lire. Il faut le lire. Ce qui est troublant, il faut le lire. Non, mais je suis d'accord qu'il faut le lire parce que c'est quand même un très beau livre. Ce qui est troublant au début, c'est qu'il y a beaucoup de personnages. C'est ça. Mais l'auteur fait quelque chose d'inhabituel, c'est qu'au début, il nous présente tous les personnages. Comme au théâtre. Comme au théâtre, voilà. Il nous présente la famille. Toutes les familles. La famille Greco, la famille Sarratore, la famille Carici. Il nous présente toutes les familles avec tous les personnages qu'il y a. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une photo de ces premières pages-là. Parce que des fois, je lisais et je ne me souvenais plus qui était. En plus, il y a beaucoup de noms qui se ressemblent. Il y a Alfonso, mais il y a un autre nom qui commence par Al aussi. Enfin, il y a plein de prénoms qui se ressemblent. Et en plus, les mêmes personnes ont leurs prénoms, mais ils ont aussi des surnoms, etc. Et puis, il y a leurs frères, il y a leurs sœurs dans le truc, il y a leurs parents. Donc, c'est vrai qu'au début, ça peut être très troublant, mais une fois qu'on connaît les personnages, franchement, ça se lit vite. D'ailleurs, le livre s'ouvre. On l'a pas dit, mais lorsque le livre commence, Elena et Lila sont déjà vieilles. Oui. Et ça s'ouvre sur la disparition de Lila. Lila qui décide de disparaître sans laisser de traces. Et Elena décide qu'elle va écrire leur histoire. Donc pour garder une trace. Pour garder une trace. Donc elle revient depuis leur enfance. Elle écrit, donc moi, le tome 1 où je suis. Donc ça se termine avec le mariage de Lila. Et non, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il faut le lire. Moi, au début, je lis énormément. On me l'a conseillé. Je l'ai lu. Au bout de 30 pages, j'ai abandonné parce que moi, c'est vrai que tu as une bonne idée de prendre une photo. Moi, je revenais tout le temps. Oui. Je revenais sur la page des familles parce que je dis, mais c'est qui lui ? Et moi, j'aime pas sortir. Moi, quand je rentre dans un livre, je suis avec eux. Oui. Moi, je rentre dans leur monde, je suis à côté d'eux. Donc, revenir toujours à la page des présentations, je me perdais. Je dis, j'ai pas le temps. J'ai jeté le livre. Ensuite, ce qui m'a fait reprendre le livre, c'est que j'ai vu qu'il y avait une adaptation d'une série télé. Et je déteste regarder les films adaptés ou les séries adaptées après. C'est pareil pour moi. Donc, j'étais là, oh mince, je suis obligée de le lire. Je suis obligée de le reprendre. Et là, j'ai continué et je me suis plus arrêtée. Et c'est drôle, ma sœur a eu la même chose que moi. La première fois, elle l'a lu. Elle a lu 50 pages, elle a arrêté. Et c'est moi qui lui ai dit, reprends parce que c'est magnifique. Mais c'est vrai qu'au début, c'est très dur. Mais quand on rentre dedans, franchement, on ne peut plus le lâcher. Tu l'as dit tout à l'heure, Elena et Lila ont deux destins
croisées, Ouais. même on pourrait dire, même si elles sont meilleures amies. D'ailleurs, il y a une question qui m'est venue en tête au final, parce que on a dit que c'était une histoire d'amitié, Oui. mais ce n'est pas une histoire d'amitié romancée, Non. une très belle histoire d'amitié romancée, elles sont meilleures amies, etc. Non, c'est une histoire d'amitié où on montre tout ce qui se passe derrière. Tous les aspects. On montre tous les aspects de l'amitié, on montre le fait que elles sont jalouses l'une avec l'autre, que des fois même elles se souhaitent du mal. Mais elles sont méchantes. Elles sont méchantes l'une avec l'autre. Mais au final, est-ce que c'est pas ce qui fait est-ce que c'est pas ce réalisme-là qui fait que c'est une belle histoire d'amitié? C'est pour ça que je dis que c'est la plus belle histoire d'amitié, parce que comme tu dis à chaque fois, tout est bienveillant dans les livres, les amitiés, mais là c'est une vraie histoire d'amitié parce que il faut le dire, en fait c'est très humain. Moi, j'ai pas honte à le dire. Des fois, je suis jalouse de mes amis et de mes amis proches. Mais c'est pas parce que je suis jalouse que je leur veux du mal ou que je souhaite leur malheur. Non, c'est quelque chose de très humain, en fait. Oui, c'est un sentiment naturel. C'est un sentiment qui n'est pas... Exactement. En fait, ce que je trouve souvent, excuse-moi de te couper, c'est que ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette jalousie. C'est exactement. Bon, après, Lila, et des fois, ils te font des choses très, très méchantes. Très méchantes. Je suis d'accord. Le moment où elle... Non, mais le moment... Parce qu'en fait, j'ai revu la série il n'y a pas très longtemps. Le moment quand elles sont petites et que Lila ramène Lénou à la mer pour aller voir la mer, juste pour que ses parents lui interdisent de ne plus étudier parce qu'il n'a plus le droit d'étudier. Exactement. Ça, c'est très méchant. C'est très méchant. Et donc, elle est méchante depuis le début. Mais moi, ce que j'aime beaucoup dans ce personnage de Lila, c'est que c'est un personnage mythique, c'est un personnage qui n'est pas humain. Elle est décrite quand même comme quelqu'un de très mythique. Elle a un don, elle sait tout faire. Elle sait écrire, elle a appris à écrire et à lire très jeune. Elle retient tout dans sa tête. Elle n'a même pas besoin d'étudier pour tout connaître. Elena, par exemple, elle a besoin d'étudier. Oui. Et c'est en ça où je me rapproche d'Elena, dans le fait que moi, je me suis toujours dit que j'ai pas de don. Moi, c'est le travail qui m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui. Mais c'est pour ça que j'adore Lila, parce que j'aurais voulu être une Lila. Elle sait peindre, elle sait écrire, elle sait tout faire. Et pour moi, Lila, c'est un peu une sorcière qui n'est pas une sorcière, vraiment une sorcière. C'est une prophétesse qui n'est pas de notre monde, en fait. Il y a quelque chose que j'ai trouvé très intéressant chez Elena, c'est que parfois, parce que Lila a arrêté les études après le primaire, il me semble, et Elena a continué. Oui. Elena, elle est au collège, elle est allée à l'université. Elle est allée à l'université, et en fait, Elena ressent souvent de la culpabilité lorsqu'elle réussit. Et le fait d'être au quartier ou de quitter le quartier, d'ailleurs, est un sujet dans ce livre. Un sujet qui est évoqué à la fois par elle-même et par sa mère. Il y a, par exemple, un passage du livre où Elena dit « J'avais grandi avec ces jeunes, je considérais leur comportement comme normaux et leur langue violente était la mienne. Mais je suivais aussi tous les jours, depuis 6 ans maintenant, un parcours dont ils ignoraient tout et auquel je faisais face de manière tellement brillante que j'avais fini à être la meilleure. Avec eux, je ne pouvais rien utiliser de ce que j'apprenais au quotidien. Je devais me retenir et d'une certaine manière me dégrader moi-même. Ce que j'étais en classe, ici, j'étais obligé de le mettre entre parenthèses ou de ne l'utiliser que par traîtrise, pour les intimider. Je me demandais ce que je faisais dans cette voiture. C'était mes amis, bien sûr, mais il y avait un petit copain. Et il y avait mon petit copain. Nous allions à la noce de Lila. Plus tard dans la soirée, sa mère lui dit « Tu dois rester près de moi ». Donc, Elena se fait la réflexion. Elle dit « Rester près d'elle ». Je me dis, elle ne s'en rend pas compte, mais qu'est-ce qu'elle est contradictoire avec ses accès de colère et ses gestes impérieux. Elle n'aurait pas voulu que j'étudie, mais puisque maintenant j'étudiais, elle estimait que je valais mieux que les jeunes avec lesquels j'avais grandi et elle prenait conscience. Comme d'ailleurs je le faisais justement moi-même en cette occasion, que ma place n'était pas parmi eux. Donc, en fait, la question que j'ai pour toi, pour quelqu'un qui a grandi, qui a grandi en banlieue, est-ce que à un moment donné, pour toi, ton but, c'était de quitter le quartier, et comment est-ce que tu gères la réussite aujourd'hui? Bien sûr, de toute façon. Et c'est drôle parce que en fait, j'ai eu cette conversation avec ma sœur il n'y a pas très longtemps en parlant des rappeurs. Et je dévie un peu, mais je dévie pas. Non, mais tu as... Alors, je vais te couper. Tu as totalement raison parce que c'était c'était la suite de ma question, mais j'ai senti que c'était déjà long, je ne l'ai pas dit. Mais en fait, lorsque je dis ça, je pense à 2 personnes. Je pense à Karim Benzema, parce qu'on dit souvent que les gens qui ont réussi, lorsqu'ils ne quittent pas le quartier,
ça leur amène des problèmes souvent. Ça a été le cas pour Karim Benzema parce que l'histoire de chantage à la sextape avec Valbuena, c'est avec ses amis d'enfance, quelque part. Et ça, c'est arrivé à MHD. MHD, voilà, on connaît son histoire. Toutes ces années de prison, c'est parce qu'au final, il n'a jamais quitté le quartier. C'est ça que je ne comprends pas. C'est ce que je disais à ma sœur. Ils pensent que le quartier, c'est quoi? Ils pensent que nos parents sont arrivés en France et ils sont contents de vivre dans ces cités qui sont loin de Paris, qui sont enfermées, qui sont comme des prisons, qui sont mal gérées, qui sont mal nettoyées, c'est des ghettos en fait. Donc, quelle est la fierté de vivre dans ces quartiers, dans ces cités? Donc, oui, moi, tout ce que je voulais, la réussite pour moi, c'était de quitter ces cités. Je vais pas... Et c'est une honte et c'est un irrespect envers nos parents si on ne réussit pas à quitter ces cités. Parce qu'en fait, ils sont venus en France pour qu'on ait une meilleure vie qu'eux. Donc, rester dans ces cités, c'est ne pas avoir une meilleure vie qu'eux. C'est que si nous, on ne réussit pas, c'est qu'eux, ils ont échoué. Donc, oui, moi, j'ai toujours voulu quitter le quartier. Après, moi, je n'ai pas grandi dans une grande cité comme la cité des 4000 ou la Courneuve ou des choses comme ça. Moi, ma cité est toute petite. Les bâtiments, ils font 3 étages. Ça reste quand même une cité, mais ce n'est pas une cité problématique. C'est pour ça que moi, c'est différent. Il y a pas dans ma cité, ça va. Il n'y a pas celle où j'ai grandi. Mais pour moi, j'ai toujours voulu. Pour moi, la réussite, c'était quitter cette cité, aller vivre le plus proche de Paris. Et c'est pour ça que je ne comprends pas ces rappeurs, dont MHD, qui disent non, on vient de la cité, on restera toujours dans les cités. La cité, c'est Non, la cité, c'est pas la famille, en fait. La cité, c'est l'histoire de tes parents qui sont venus là et qui n'avaient pas le choix. La cité, c'est quand on n'a pas le choix. C'est pas par choix qu'on reste dans la cité. Ouais. Et réussir et être une fierté pour ses parents, c'est quitter la cité et réussir à aussi faire quitter la cité à tes parents. Parce qu'il y a plein de gens aussi qui ont fait ça, qui ont réussi, qui ont emmené leurs parents dans des pavillons hors de la cité. Oui, ça, c'est la fierté. Donc, moi, oui, après, je ne l'ai pas eu. Ce n'était pas mon objectif. Dans ma liste, ce n'était pas « Oh, je veux quitter la cité ». Bien sûr, c'était « Je veux faire mieux que mes parents », mais ce n'était pas quitter la cité. Mais c'est vrai que pour moi, la réussite, c'était pouvoir être confortable, en fait, et ne pas être dans un ghetto. Les gens qui sont dans les cités, c'est les gens qui n'ont pas le choix. Si cette histoire d'amitié... Si tu devais réécrire cette histoire d'amitié avec des garçons, qu'est-ce que tu aurais changé à ce livre? C'est une très bonne question. C'est un peu difficile pour moi parce que comme je ne suis pas un homme, je ne peux pas savoir ce qu'il y a au profondeur. Je pourrais te dire ce qu'il y a en profondeur de l'âme des femmes, quelles sont nos complexités, nos nuances. Je n'ai pas la prétention de dire que je connais toutes les nuances des hommes et la complexité des hommes. J'imagine que tu t'intéresses quand même aux hommes. Bien sûr. Vu que tu écris dans ton process créatif, tu écris des personnages masculins. Je sais pas ce que j'aurais... Franchement, c'est une question très difficile. Est-ce qu'il y a une œuvre, que ce soit un film ou un livre, auquel tu penses lorsque tu penses à une histoire d'amitié entre garçons ou entre hommes? Bon, un film, mais c'est différent. Il y a Moonlight. Oui. Après, c'est plus des histoires d'amour. Une histoire d'amour, mais c'est une très, très belle histoire d'amour et d'amitié, on peut dire, parce que pour moi, c'est un peu les deux, que je trouve très, 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 très belle. Après, c'est vrai que je lis beaucoup de livres. Tu me fais rendre compte que je lis beaucoup de livres sur les femmes. D'ailleurs, au final, est-ce que c'est pas le seul point faible de ce livre? Le fait qu'il y a beaucoup d'hommes à qui ça ne va pas parler. Tu crois? Je sais pas. À toi de me dire, t'es un homme. En fait, j'ai lu ce livre. C'est vrai que moi, je ne me suis pas identifié dans les personnages. Bien sûr. Mais c'est vrai que j'en parlais avec un ami l'autre jour. Mais c'est vrai que c'est aussi l'une des... En même temps, je ne peux pas reprocher ça au livre. Pendant que je dis ça, je me rends compte que je ne peux pas reprocher ça au livre. Pourquoi je ne peux pas reprocher ça au livre? Parce que le livre est l'une des seules expériences où on peut se mettre dans la peau de quelqu'un qui est très différent de nous. C'est un point de vue, en fait. Oui. C'est le point de vue des femmes. Donc, je pense que c'est normal que tu puisses pas
t'identifier complètement, mais je pense que tu peux le comprendre. Au moins, comme tu dis, je sais que ce livre va pas, je sais pas s'il va pas parler, mais en tout cas, il peut ne pas intéresser tout le monde. Mais ici, il y a des hommes qui souhaitent essayer de comprendre ce qu'est la féminité et ce qu'est le passage de jeune fille à femme et cette histoire, ça peut être très intéressant si vous mettez de la distance. Si vous ne cherchez pas à vous identifier, juste si vous cherchez à comprendre. Ça peut être... Si vous voulez comprendre comment fonctionnent les femmes. Ou certaines femmes, pas toutes. mais je trouve que c'est intéressant parce qu'il y a... c'est une histoire féminine, mais il y a énormément d'hommes. Il y a en fait, c'est qu'elles sont entourées d'hommes. Oui, non, mais les hommes sont omniprésents dans le récit. Ils sont partout. Mais le point de vue et le regard de femme, ça c'est vrai, mais les hommes sont partout. En fait, je dirais même qu'au début du livre, le point de vue est le regard d'enfants avant tout. Oui. Ces enfants qui... D'ailleurs, l'une des choses que j'ai vraiment aimé dans ce livre, c'est que moi j'ai adoré la série sur la mafia napolitaine. La série Gomorrah. Oui. J'ai kiffé cette série. Très, très bien. Et en fait, ce livre, il aurait pu être un livre sur comment fonctionne la mafia au quotidien, mais sans la nommer. C'est-à-dire qu'il y a peut-être 2 ou 3 fois dans le livre où on dit... Alors, dans le tome 1, à peut-être 2 ou 3 reprises, on dit que tel personnage est un camorriste. Oui. Mais en fait, on décrit tout le fonctionnement de la mafia, comment ils s'emparent des commerces, comment ils exercent leur influence, je me souviens. comment ils donnent envie aux autres de les rejoindre parce qu'ils vont s'exhiber avec beaucoup d'argent, ils vont s'exhiber avec des belles voitures, etc. Et d'ailleurs, la mafia napolitaine a cette particularité par rapport aux autres mafias, c'est que finalement, le pouvoir est très décentralisé, c'est-à-dire qu'elle a des tentacules vraiment un peu partout dans la société. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça très intéressant. J'avais l'impression à un moment donné de lire un livre sur comment fonctionne la mafia, alors qu'au final, c'est une histoire d'amitié et que la mafia et en fait, elle est nommée 1 ou 2 fois dans le tome. Après, on sait la famille de Marcello et tout, on sait qu'ils font un peu partie de la mafia, mais c'est pas le sujet. C'est ça le principal, c'est que c'est pas le sujet. Le roman commence par la disparition de Lila. Est-ce que tu as déjà eu envie de disparaître, de tout effacer? Oui. Pourquoi? Juste pour tout recommencer. Vraiment tout recommencer. Je me suis beaucoup demandé, peut-être parce que j'ai réfléchi énormément et c'est ma partie... Qu'est-ce que tu aurais fait différemment? Beaucoup de choses. Alors on va en faire un autre podcast. Mais j'aurais fait beaucoup de choses différemment. Mais des fois, j'ai beaucoup de regrets. Mais ensuite, quand je me pose et je me dis que j'ai fait ce que je pouvais avec ce que j'avais, en fait. Et en fait, c'est quelqu'un qui m'a dit ça. Et je me suis dit qu'elle avait raison. Des fois, j'ai beaucoup de regrets en me disant, peut-être que j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça. Et il y a une personne qui m'a dit, mais si tu vois ta vie, comment j'ai grandi, où j'ai grandi, avec qui, avec mes parents. Je pense que je m'en suis bien sortie. J'ai fait plus que le nécessaire. Mais le problème, c'est que moi, je suis quelqu'un de très insatisfaite. Je suis très dure avec moi-même et rien n'est jamais assez. Mais quand je me pose et que je veux être honnête avec moi, je pense que j'ai fait ce que je pouvais avec ce que j'avais, ce qu'on m'avait donné dans le monde, de comment j'ai grandi, avec qui, quels parents, voilà, en banlieue, voilà, j'ai femme, noire, musulmane, tout ce que, voilà, j'ai fait ce que je pouvais, si je veux être honnête et pas très dure avec moi-même. Mais c'est vrai que des fois, je me dis que j'aurais voulu tout recommencer. Je sais pas comment, mais je sais pas comment et avec qui et comment et pourquoi. Mais des fois, je me dis oui, pourquoi pas tout recommencer. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de toi? C'est bizarre, rien. Je suis pas quelqu'un qui veut... C'est peut-être pour ça que je suis pas sur les réseaux. Et c'est pas pessimiste, hein, ce que je dis. Hein. Je sais qu'il y en a qui veulent qu'on retienne des choses d'eux, que quand ils meurent, on les oublie pas, qu'ils soient toujours là. Franchement, moi, si je meurs, c'est pas grave, je meurs, vous oubliez-moi, c'est pas très grave, en fait. Et c'est vraiment pas pessimiste. Hein. Je pense que sur ça, j'ai beaucoup d'ego, par contre. Mais sur ça, j'ai pas d'ego. J'ai beaucoup d'ego personnel, mais j'ai pas d'ego vers l'extérieur et vers les gens.
Et c'est pour ça peut-être que je comprends le personnage de Lila. Si je disparais, et si on m'oublie, c'est pas très grave, j'aurais fait mon temps et il y en a d'autres qui vont venir, en fait. Je sais pas ce que je voudrais, non. Je voudrais qu'on retienne, je sais pas. Il n'y a rien que je voudrais qu'on retienne de moi. Est-ce que tu as eu peur de te mettre en avant quelque part avec ta carrière au cinéma? Non, pas du tout. J'ai toujours été quelqu'un j'ai pas peur de ça, de me mettre en avant, d'être là, de parler, de dire les choses. Ça m'a jamais fait peur. Les réseaux, c'est particulier. Je pense que j'ai peur des conséquences des réseaux sociaux. J'ai pas peur de moi, de me montrer sur les réseaux. Parce que, comme je disais, j'ai aucun problème à ce que les gens me postent. J'ai aucun problème à quand on me fait des articles sur moi ou quand je fais des podcasts. Ça, j'ai aucun problème. C'est la façon dont les réseaux peuvent te toucher psychologiquement. C'est sur la psychologie, ça peut te faire perdre confiance, te faire douter. Moi, avant que j'enlève Instagram, je voyais la vie des gens aussi. Et c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai commencé à enlever Instagram. C'est quand je voyais la vie des gens. Et quand je vous répète, mon Instagram, c'était l'Instagram le minimum. Donc, c'était pas beaucoup. Mais je me suis prise à envier la vie des gens. Oui. Et puis, en plus, excuse-moi, mais tu vois pas la vie des gens. Mais exactement. Tu vois 1% de la vie des gens qui veulent te montrer. Qui est très mise en scène. Tu es en train au final, d'être en compétition avec le best de quelqu'un, avec ce qui est plus excitant dans ta vie. Et en fait, au final, tu vas te poser la question, mais en fait, du coup, moi, ma vie, est-ce qu'elle est normale? Est-ce qu'elle est assez excitante? Est-ce qu'elle est assez intéressante? C'est exactement ça. Et en fait, tu te rends compte, et avant, on ne le disait pas beaucoup parce qu'il n'y avait pas tous ces documentaires sur l'arrière d'Instagram. Mais là, on sait que pour un post, beaucoup font 30 photos. Oui. Pour un post, c'est énormément retouché. Beaucoup de gens, entre guillemets, s'inventent des vies et que derrière, elles ne sont pas très heureuses et que c'est du mensonge. Surtout, c'est cette photo-là où cette fille se prend, qui est un peu tournée, qui se prend en photo en business parce qu'elle est arrivée la première dans l'avion. Mais en fait, elle n'était pas en business, elle était en économie. Et ensuite, il y a quelqu'un qui l'a pris en économie. Et en fait, voilà, ce qui me fait un peu peur sur les réseaux, c'est pas moi, c'est que il y a beaucoup de mensonges. Et moi, j'ai pas envie que ma vie se transforme en mensonge. Bon, on va parler d'un livre dont on a parlé tout à l'heure, c'est Americana, de Chimamanda. Alors, j'ai vu dans une de ces interviews que tu l'as lu 4 fois ou quelque chose comme ça, ou plus même peut-être. Non, là, 4 fois, j'ai pas 4 relu. fois, ok. Depuis. Donc, tu l'as lu 4 fois, que tu l'as lu au Sénégal. Oui. La première fois, tu l'as lu au Sénégal. Et on en a un peu parlé tout à l'heure, mais le livre s'ouvre sur cette phrase, enfin, sur ce moment où je pense que la plupart des gens s'identifient, des personnes qui sont noires et qui ont vécu en Occident s'identifient, c'est que le personnage Ifemelu rentre au Nigeria et dit qu'elle a cessé d'être noire. En fait, lorsqu'elle a quitté le Nigeria pour aller vivre aux États-Unis, c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à être noire. Et moi, c'est quelque chose qui résonne en moi parce que lorsque je vivais au Sénégal, t'étais toi. J'étais un humain. J'étais pas noir. Il n'y avait pas de couleur parce que voilà, la couleur n'avait aucune importance. Donc c'est quand je suis arrivé en France que j'ai réalisé que la couleur avait une sorte d'importance. D'ailleurs, c'est pour ça que souvent on reproche aux Africains de ne pas être dans des combats identitaires, de ne pas être dans les Thomas Sankara, Black Panther, tout ça, parce qu'en fait, les Africains, pour la plupart qui vivent en Afrique, l'identité ne veut pas dire grand-chose. Ouais. Ça n'a pas une grande importance. Ils ne sont pas comparés à autre chose. Ils ne sont pas renvoyés à cette identité-là tous les jours. Du coup, toi, finalement, ce que je veux savoir, c'est quand est-ce que tu as commencé à être noir? Très tard, alors que j'ai grandi en France. Parce que, bien évidemment, la France a évolué. La France d'aujourd'hui n'est pas la France dans laquelle j'ai grandi. Je pense que j'ai commencé à être noire quand j'étais à la Fémis. Avant, j'étais comme toi. Même si je vivais en France et que je me considérais pas... J'étais noire, mais c'était pas un problème. Je me disais pas j'étais noire, j'étais juste une humaine. Et je pense que c'est quand j'étais à la Fémis. Peut-être parce que dans cette école, il n'y a pas beaucoup de diversité. Oui, en fait, c'est ce que vous avez vécu, vous, en venant en France.
Moi, je l'ai vécu en rentrant à la FEMIS. D'accord. C'est la première fois où C'est intéressant. Ouais. À l'université, je me sentais pas noire, je me sentais normale, moi, en primaire, au collège, partout. Mais quand je suis rentrée à la FEMIS, c'est la première fois où je me suis sentie noire, que j'ai senti que j'étais noire. Bizarrement. Et c'est drôle, quand cette première phrase du roman, moi, je l'ai vécue différemment quand je suis allée vivre en Afrique. Quand je suis arrivée au Sénégal, c'est la première fois de ma vie où je me suis sentie africaine, par contre. Et c'était un moment assez fort. Toutes ces années-là, alors que je venais au Sénégal, je venais au Sénégal en vacances, je ne m'étais jamais sentie africaine. Mais quand je suis venue vivre au Sénégal, c'est la première fois où je me suis sentie africaine. C'est comme si moi, je m'exilais en Afrique. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé une phrase du roman. C'est le personnage dit « Cher noir non américain, quand tu fais le choix de venir en Amérique, tu deviens noir. Cesse de discuter, cesse de dire je suis jamaïcain ou je suis ghanéen. Oui. L'Amérique s'en fiche. » Oui, c'est exactement ça. D'ailleurs, tu parles du Sénégal. Dans le roman, on se rend compte que l'exil ne transforme pas seulement le parcours, mais il transforme aussi la manière de penser, oui. Il transforme la manière d'exister. Qu'est-ce que toi, je parlais pas d'exil, mais le fait d'être allé au Sénégal et d'avoir vécu pendant 4 ans au Sénégal, qu'est-ce que ça a changé chez toi? Beaucoup de choses. Franchement, c'est drôle parce que moi, j'ai grandi dans une famille très traditionnelle. C'est des Peuls. Et on sait que les Peuls sont très traditionnels. Très ancrés dans la tradition, très attachés aux traditions. Voilà. Donc, moi, j'ai grandi comme ça. Même à la maison, quand on rentrait chez moi, c'était obligé le pagne. On se mettait en pagne, obligé. On mangeait par terre. Vraiment, à la maison, on vivait à la sénégalaise. Mon père, il disait, dehors, vous faites ce que vous voulez. À la maison, c'est mes règles. Mais dehors, vous faites ce que vous voulez. Donc, on a vécu dans une famille très tradie. Mais je me sentais quand même très française. Même si j'ai grandi dans une famille très traditionnelle, je me sentais très, très française. Mais quand je suis arrivée en Afrique, je dis toujours au Sénégal, je dis toujours que le Sénégal m'a sauvée. Parce que pour moi, aller vivre au Sénégal, ça m'a... Comme j'ai dit, c'est la première fois que je me suis sentie africaine. J'ai appris à être africaine. En fait, pas appris. Je me suis reconnectée, ou connectée, parce que je ne m'étais jamais connectée, en fait. Je me suis connectée avec le fait d'être africaine, le fait d'être noire, le fait d'être une femme noire, lorsque je suis allée vivre au Sénégal. D'ailleurs, le chez-soi, c'est quelque chose qui est souvent évoqué dans le livre. Qu'est-ce que chez-soi veut dire pour toi? Ouais. Ça a changé, en fait. Le chez-moi, c'était que la France. C'est comme je dis, c'est hyper... Je sais pas comment, mais c'est hyper contradictoire. Même si j'ai vécu dans une famille très traditionnelle, avant d'aller vivre au Sénégal, je m'étais pas souvent considérée comme sénégalaise ou africaine. Oui, bien sûr, je disais que j'étais sénégalaise, mais je me considérais très française et très européenne. Mais je reniais pas mes côtés africaine et sénégalaise. C'est juste que je me considérais très française. Chez moi, avant, c'était que la France. Maintenant, chez moi, c'est les deux. Et c'est drôle parce que j'ai dû écrire un poème pour un magazine il y a 2 ans. Et j'ai écrit ça à la fin. Moi, c'est Sénégal. Moi, c'est aussi France. Ne me demandez plus de choisir. Oui. Rien n'empêche d'être 100% Sénégal et 100% France. Voilà. On n'est pas obligé de se diviser en deux. Ouais, je sais, mais avant, on nous demandait de nous diviser et j'étais un peu tiraillée. Mais là, en fait, je suis les deux. Je suis les deux à 100%. Et c'est plus un problème pour moi. Après, quand le Sénégal va jouer contre la France à la prochaine Coupe du Monde, ça va être compliqué. Franchement, là, je sais. Là, mon cœur va battre. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas comment on va faire. Il faut que tu te décides avant. Je sais pas comment. Ou alors, même si tu ne décides pas, moi, je suis convaincu que ton cœur va se décider au coup de sifflet. Non, mais je sais, en fait, pour qui je suis. Tu sais pour qui tu es? Je sais pour qui je suis et ça me perturbe, en fait, un peu, en me disant pourquoi. Mais je sais que je soutiens un peu plus, juste un peu plus, une équipe qu'une autre, entre les deux. Mais attention, tous les matchs de la France, je vais soutenir la France. Tous les matchs du Sénégal, je vais soutenir le Sénégal. Nous, on parle de France-Sénégal. Ok, d'accord. Ça, on sait. Mais je sais, allez, on va pas se mentir, je sais que, allez,
à quelques pourcentages de plus, je vais soutenir le plus le Sénégal. D'accord. Je sais, je vais pas mentir, je vais être honnête. Ou sinon, je mettrais le maillot du Sénégal et je mettrais un petit bleu, blanc, rouge ici. Et après, c'est tout. Non, faut choisir. Faut choisir, ok. Non, mais moi, je suis persuadé que le cœur choisit. Je vais raconter une petite anecdote. Moi, lorsque j'étais petit, je supportais la Juventus de Turin. Ok. Donc, c'est une équipe italienne de Turin parce qu'il y avait Zidane là-bas. Donc, j'étais un grand fan de Zidane. Je supportais la Juventus de Turin. Donc, à la base, je supportais parce qu'il y avait Zidane. Et Zidane a décidé de quitter le club et d'aller à Madrid, d'aller jouer à Madrid. Donc, je me suis dit, bon, bah, moi, je supportais la Juventus. Pour Zidane, bah, maintenant, je supporte le Real. Donc, je suis allé, j'ai acheté le maillot du Real et tout. Et bah, l'année suivante, il y a Juventus-Real en Champions League. Et en À la finale? Non, pas juste en finale. un match. Je crois que c'est non, mais c'était un match à élimination directe. Je crois que c'était 8e de finale. Ouais. Si je ne me trompe pas, c'était 8e de finale. Et bah, en fait, le match commence et mon cœur est pour la Juve. En fait, ce jour-là, j'ai découvert ce jour-là que mon cœur ne suivra pas Zidane au Real. Parce que mon cœur a décidé. Oui. Et vraiment, c'est parce que moi, j'avais envie de supporter le Real. Mais en fait, mon cœur ne voulait pas. Mon cœur était resté à Turin. Non, mais oui. Et depuis lors, bah, je suis connu par tous mes proches pour être un grand fan de la Juventus. Non, mais je pense que, et je sais que mon cœur, ça sera pour le Sénégal. Oui. Mais c'est ça, en fait. Le cœur a ses raisons, que la raison ignore. Mais c'est ça, en fait. Mais je me dis toujours... Je pense que c'est la partie de mon esprit qui est très française. Mais le cœur et le sang est très sénégalais, mais l'esprit est français. Et c'est pour ça que dans mon film Banel Adama, c'était très... Il y a des deux. Je sais très bien de quoi tu vas parler, de sa conversation avec son jumeau, qui lui dit que moi je suis la tête, toi tu es le cœur, ou le contraire. Toi tu es le cœur et la raison. Ok. Mais explique-nous, parce que je trouve que c'est l'un des plus beaux moments du film. Vraiment. C'est drôle, il y en a beaucoup qui me parlent de ce moment. Je me rappelle plus vraiment du dialogue, c'est que lui il dit que c'est le cœur, elle est le cœur et lui c'est la raison. C'est la raison. Et je pense que ma raison est française, européenne, peut-être parce que j'ai été éduquée ici, j'ai fait l'école ici. Ouais. Mais mon cœur est au Sénégal et c'est ça que je trouve, d'avoir les deux, je trouve ça assez beau et c'est ça que je voulais aussi refléter dans Banel Adama. C'est pour ça qu'il y a ce côté conte et griot, mais il y a aussi ce côté très tragédie à la racine. À travers son blog, Ifemelou utilise son blog comme une façon, quelque part, de reprendre la main sur son récit. Est-ce que finalement, toi, c'est ce que tu essaies de faire avec le cinéma ? Moi, je dis toujours que le cinéma, quand j'écris, en tout cas mes propres films, pas les films des autres, je le fais d'une façon très égoïste. De toute façon, être cinéaste, c'est être égoïste, en fait. Et c'est avoir beaucoup d'ego, c'est parler de soi. Donc ça, c'est la Banel en toi qui parle. C'est la Banel en moi qui parle. Je le fais d'une façon égoïste parce que je règle mes problèmes personnels, mes soucis personnels à travers le cinéma, en racontant des histoires. Comme j'ai dit, pour Banel Adama, j'avais des choses à dire sur cette individualité dans cette communauté, donc je trouve un moyen de la raconter. C'est un processus très cathartique et ça m'aide à passer à autre chose. Ça répond à des questions personnelles. Je l'ai fait avec mon court-métrage aussi, Astel. Ça raconte l'histoire d'une jeune fille qu'on force à rentrer dans le monde des femmes alors qu'elle n'est pas prête. Donc oui, le cinéma, pour moi, c'est une façon de guérir de mes maux, on va dire, et de partager aussi des choses, mes mots, à certaines jeunes filles ou à tout le monde. Et peut-être que ça les aiderait aussi. Super. On va parler d'un autre roman, qui est l'un de tes romans préférés, dont on a parlé tout à l'heure au préambule de ce podcast. C'est La plus secrète mémoire des hommes. Dans ce livre, le narrateur part à la quête d'un écrivain et finalement, cette quête, très rapidement, se retourne contre lui et devient une quête personnelle. Donc, la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que parfois, il est nécessaire de se perdre un peu pour se retrouver ? Il faut toujours se perdre pour se retrouver. Je pense que c'est même nécessaire, c'est obligatoire. Un chemin n'est jamais droit. Un chemin n'est jamais linéaire.
un chemin est fait de trous. Un chemin, c'est des hauts et des bas. Donc oui, il faut se perdre. Et ensuite, pour mieux se retrouver. Est-ce que tu penses que les artistes ont une responsabilité morale? Très bonne question. Je dirais oui et non. Ça dépend des artistes. Si un artiste veut une responsabilité morale, qu'il la prenne. Si un artiste ne veut pas de responsabilité morale, qu'il la prenne pas. Et je pense que c'est pour ça que moi, de mon côté, j'utilise beaucoup le réalisme magique. Parce que j'aime pas intégrer la politique, même si je l'intègre, mais d'une autre façon. Pour pas avoir cette obligation morale. Parce que j'ai pas envie d'avoir une obligation morale, par exemple, moi. Mais j'accepte et je comprends totalement les artistes qui veulent l'avoir. Mais moi, j'écris pas pour ça. Même si je fais des films assez forts, qui ont des sujets forts, j'ai pas envie d'avoir une obligation. Je pense que c'est pour ça aussi que je rentre dans l'imaginaire. Et que j'utilise le réalisme social. Le réalisme magique, pardon. Mais ça dépend des artistes. Est-ce que tu penses qu'une œuvre est toujours politique? Non. Non. Est-ce que tu penses qu'on peut séparer l'œuvre de l'artiste? Non. L'œuvre fait partie intégrante de l'artiste. Et je le dis parce que j'écris, parce que je sais. On ne peut pas séparer. S'il l'a écrit, c'est parce qu'il l'est. Un artiste est l'œuvre, pour moi. Un artiste est l'œuvre est l'artiste. Tu ne peux pas les séparer. C'est pas possible. Tu dis dans une de tes interviews que tu as peur de l'échec. C'est ma plus grande peur. Est-ce que ça va mieux depuis Banel et Adama? Ça va mieux parce que j'ai connu beaucoup... Banel et Adama, c'était un succès et aussi beaucoup d'échecs. Je travaille dessus. Je travaille beaucoup dessus depuis Banel et Adama. Et j'essaye de me dire, comme tu disais tout à l'heure, et ça fait partie de ça, on doit se perdre pour se retrouver. Et l'échec, des fois, est nécessaire pour pouvoir grandir, pour pouvoir comprendre et pas refaire les mêmes erreurs. Donc oui, j'espère que ça va mieux. En tout cas, j'y travaille. De quoi rêves-tu aujourd'hui? Je rêve de bonheur, tout simplement. Et de courage. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter après le Festival de Cannes? Je veux pas qu'on me souhaite... bien sûr, les festivals, c'est très bien et j'espère retourner au Festival de Cannes, bien sûr. Je veux qu'on me souhaite d'aller plus loin dans l'écriture, de continuer d'écrire des plus belles histoires, encore plus belles, encore plus grandes, encore plus romanesques, encore plus ambitieuses, encore plus audacieuses, encore plus folles, encore plus tristes, encore plus tragiques. Je veux devenir une grande. Pas écrivaine, pas cinéaste, mais une personne qui écrit des belles histoires. Merci, Ramata Toulaye, d'être venu partager avec nous tes histoires, d'être venu partager avec nous ton amour pour les histoires, ton amour pour la littérature, ta passion pour le cinéma. Dans ce podcast, on a 2 traditions à la fin de ce podcast. La première, c'est que je demande toujours à mon invité, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu penses je devrais absolument inviter dans ce podcast? Oui. Quelle est cette personne? Mohamed Bougarsar. Parce que c'est une personne que je connais un tout petit peu et qui est quelqu'un de fascinant. Vraiment fascinant. C'est une évidence. La deuxième tradition de ce podcast, c'est que j'offre toujours un livre à mes invités. Alors, toi qui lis beaucoup, vraiment, j'ai peur. C'est peut-être un livre que tu as déjà lu. Je ne pense pas. Et en fait, c'est un livre que je ne choisis pas. C'est un autre invité qui choisit ce livre pour toi. C'est vrai? Donc, c'est vraiment le hasard. Mon Dieu, quel est cet invité qui a choisi ce livre pour moi? Je ne dirai pas qui c'est, mais le hasard a voulu que ce livre-là tombe entre tes mains. Et ce livre, c'est Fleurs du désert de Waris Dirie. J'ai vu le livre. J'ai vu le film. Tu as vu le film? J'ai vu le film, mais je ne l'ai pas lu. Tu ne l'as pas lu. Donc, non. C'est ça. C'est donc le destin a voulu que ce livre-là tombe entre tes mains. Donc, c'est peut-être
Le dessin essaie de te dire qu'il faut que tu lises le livre. Bah, c'est gentil. Je te laisse le mot de la fin. Je dirais de continuer de rêver. Je pense que surtout dans le monde d'aujourd'hui, c'est important. De continuer de rêver et de rêver grand. Et ne pas avoir peur. Continuer de rêver, ne pas avoir peur, être courageux. Et embrasser le bonheur. Voilà. Merci. Merci à toi. Merci pour l'invitation. Merci d'être resté jusqu'au bout de cet épisode. Si cet épisode t'a plu, prends 2 secondes pour t'abonner à ce podcast. Plus on est nombreux, plus je peux te proposer un contenu de qualité. Pense aussi à laisser une note ou un commentaire, ça fait vraiment la différence. Et on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Si tu as aimé cet épisode, je te propose celui-ci ou alors celui-là.